m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut les filles, salut Holly, salut Inès. Contente de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Ça va bien? Oui, merci de nous avoir invités. Et voulez-vous commencer par vous présenter, qui vous êtes, de quelle organisation vous êtes? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Holly. J'étudie à McGill. Nous deux sommes les étudiantes à l'Université de McGill. J'étudie la science politique et les études de genre. Bonjour, je m'appelle Inès et moi je suis en deuxième année à McGill. Je suis une majeure en développement international et j'ai une double mineure en histoire et études de genre. Et là, je vous ai invité parce que vous faites partie d'une organisation particulière. Est-ce que vous voulez m'en parler, me dire qu'est-ce que vous faites? Oui, bien sûr. Donc, on fait partie toutes les deux d'un projet qui s'appelle le projet de santé menstruelle à McGill. Donc, on travaille en projet indépendant on est ce qu'on appelle un smooth service. Donc, c'est l'association étudiante, l'AEFM de McGill. Non, pardon, pas l'AEFM, c'est SSMU. AGEM. AGEM, enfin, c'est le Student Society of McGill University. Oui. On peut dire en anglais, c'est correct. Là. Vous êtes quand même une université anglophone et là, vous acceptez de faire le podcast en français. Alors, merci beaucoup. Les auditeurs vont comprendre. Moi en anglais, là, c'est pas correct. Fait qu'on est ce qu'on appelle student funded. Ça veut dire que dans les smooth service fees que les élèves payent par semestre, ils payent $2.40 qui nous sont reversés directement. Et avec cet argent, on fait deux choses. Premièrement, spécifiquement à votre organisation. Spécifiquement à notre organisation. Et donc, premièrement, on restocke les toilettes du campus. On en fait 130 avec des serviettes hygiéniques et des tampons. Et ensuite, une fois... 130 toilettes, 100% des 130 toilettes? Oui, donc c'est pas toutes les toilettes sur le campus. Oui. Mais on en fait 130. Plus de proportion, ça représente à peu près? Bonne question. Ça me semble beaucoup. La majorité, mais je crois que c'est 130 sur peut-être 250 sur le campus. Oui. Ah, OK. Mais parce qu'après, on fait pas tous les toilettes masculins non plus. Oui, les toilettes masculines, c'est ça aussi. Quelques immeubles, c'est plus les toilettes principales. Ah, OK. Donc, à peu près 100% des toilettes pour les filles. Et... Oui. OK, c'est pour ça, il doit y avoir 150 sur 200. Ouais, il doit y avoir... On fait aussi tous les toilettes non genrées. Non genrées. On ne fait pas tous les buildings. OK. Il y a certains... Mais quand même, il y a une bonne proportion des toilettes. Parfait, merci. Et là, bon, OK, vous occupez de stocker toutes ces toilettes-là en produits menstruels de dépannage seulement, donc jetables. Oui. Qu'est-ce que vous faites aussi? Oui, donc chaque mois, on fait des pick-ups. Donc, ça veut dire que les personnes peuvent aussi prendre les produits gratuitement. Oui, pour... par exemple, les culottes ou c'est les disques comme Fornix, les cups menstruels, etc. Ouais. Et là, c'est tout gratuit, mais la seule différence, c'est que, par exemple, les serviettes, les tampons, on offre ça chaque journée. Vraiment, les personnes peuvent les prendre à toutes les toilettes. Mais pour ces produits qui sont un peu plus chers, ils peuvent recevoir une par mois. Puis, dans un autre épisode, on avait reçu donc Maria de Concordia qui... Elles, en fond, elles ont un bureau, donc en tout temps, c'est disponible. Mais la différence avec vous, c'est que dans votre association étudiante, il y a des comités qui ont des bureaux, mais vous en avez pas. Il n'y a pas de partage, en fait, là, qui se font avec votre groupe. Et là, c'est pour ça, dans le fond, que vous, comme solution, vous avez trouvé de les offrir. Donc, dans le fond, vous avez un stand à chaque mois. Puis ça, je vous trouvais super créative puis ingénieuse parce qu'au lieu de vous barrer à l'idée que vous n'avez pas de bureau, ben vous avez dit, on va se créer quelque chose. Puis comment c'est venu, en fait, là, la création? Peut-être commencer par la création de l'organisation, l'histoire. Puis après ça, on en viendra à comment est venue l'idée d'instaurer des produits menstruels réutilisables. Oui. Donc, l'organisation en tant que telle, le service, a été ajouté en 2017 parce qu'il y avait... À McGill, il y avait une fournition de capotes ou de genre condoms qui était faite gratuitement et librement dans beaucoup d'endroits sur le campus. C'est moins le cas aujourd'hui, même si aujourd'hui à McGill, il y a toujours des capotes qui sont disponibles
des préservatifs, Capote c'est très familier, des préservatifs qui sont disponibles, qui sont disponibles dans les endroits médicaux. À l'époque, en 2017, il y en avait vraiment dans genre des toilettes partout sur le campus, et beaucoup d'élèves avaient demandé à l'institution de la SMU de rajouter aussi des périodes, enfin des produits menstruels. Et donc ça a été créé en 2017 en tant qu'un service pour rajouter ça dans les toilettes où il y avait aussi des préservatifs disponibles. Et ensuite, avec ça, après c'est rajouté l'idée de que la combat de la pauvreté menstruelle, ça pouvait pas que se faire par des produits qui étaient temporaires, mais si on pouvait aussi rajouter des produits qui duraient plus longtemps. Donc après Covid, en 2021, actually at the Y, donc le Y, c'était dehors, le premier drop-off, ça a été à l'extérieur, et ça a été juste next to the hot dog man. Un petit stand de hot dog, c'est juste tous les étudiants vont là, et c'était vraiment... Les hot dogs pour attirer ou pour... Non, the hot dog is unrelated. C'est juste pour les étudiants de McGill, ils savent le spot. C'était là le point de rencontre. C'est ça. C'était vraiment juste pour remplir un besoin dans la communauté, parce que, comme Inès a dit, les personnes étaient un peu OK, pourquoi est-ce qu'on a les préservatifs mais pas les produits menstruels? C'est très important pour nous aussi. Donc, c'est là où notre projet a été conçu, et maintenant, ça s'est développé au fil des ans. Et maintenant, on a commencé, je pense, quand on a commencé à faire les toilettes comme les restocks, on a commencé avec à peu près 50 toilettes. Maintenant, on a plus de 130. Donc, vraiment, chaque année, on essaie d'ajouter plus de toilettes pour assurer que tout le monde en a accès. Et avant le premier drop-off, c'était... Google Forms que les gens allaient remplir et disaient j'aimerais avoir une coupe menstruelle, j'aimerais avoir un disque ou des culottes. Ils faisaient leur commande, et après, une semaine plus tard, ils pouvaient rencontrer avec un membre du projet pour récupérer leurs produits. Sauf que c'était compliqué parce que fallait set up a meeting time individuellement, et qu'il y a presque 40 000 élèves à McGill. Donc, de centraliser cette demande-là par rapport à un pick-up, c'était juste beaucoup plus simple. OK. Puis là, je suis juste curieuse, ça n'a pas tout à fait rapport aux menstruations, là, mais tu disais avant, il y en avait partout des condoms. Le moins, sais-tu pourquoi? C'est parce que le budget a été transféré vers les produits menstruels? Non, notre budget n'est pas du tout. En fait, nous, on est vraiment funded complètement différemment de la SMU. C'est juste qu'après Covid, je pense que c'est une habitude qui a été perdue. Ça juste pas. Ça fait partie des services qui, après Covid, se sont juste ralentis, et vu qu'il y en a toujours beaucoup disponibles. Si vous avez besoin de préservatifs sur le campus de McGill, vous pouvez en trouver. Il n'y a pas de. Mais c'est pareil. Et comme Inès a dit, c'est vraiment les étudiants payent chaque année les frais scolaires, et puis nous sommes un de ces frais, donc $2,40, c'est pas trop cher pour les gens d'avoir accès pour chaque semestre, accès aux produits gratuits chaque jour. Donc. Puis là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas le côté écologique qui vous a fait instaurer les produits menstruels réutilisables, mais c'est plus vraiment le côté économique et monétaire, d'être indépendant aux produits menstruels jetables. Et là, est-ce que vous voyez, dans le fond, une diminution dans la consommation des produits menstruels de dépannage? Peut-être le contraire, parce que ça dépend. Après, les produits existent. C'est un peu ce que la plupart des gens nous disent d'ailleurs, c'est que notre projet ne peut pas uniquement opérer sur des produits qui sont non jetables, parce que la réalité des choses, c'est que déjà de une, il y a beaucoup de personnes qui, s'ils vivent dans la pauvreté et qui souffrent de la pauvreté menstruelle, ne peuvent pas se permettre d'avoir les produits hygiéniques nécessaires pour upkeep, un disque, un cup, etc. Il faut avoir accès à une lessive pour pouvoir avoir des produits menstruels comme des culottes menstruelles. Et en plus de ça, nos produits dans les toilettes existent vraiment pour les jours où you have a midterm, it's a Thursday, t'as pas le temps de rentrer chez toi et que d'un coup t'as tes règles, et au moins t'as quelque chose. Oui, exactement. Donc, oui, peut-être qu'avec les disques, ça changera, étant donné que c'est tout petit, tout mince, puis qu'on peut le ranger dans le sac. Peut-être. Et as the semester goes on, il y a moins de personnes qui viennent le pick-up. Parce que, par exemple, il y avait vraiment... Et tu étais là, tu voyais que vraiment pour notre première pick-up de l'année, c'était beaucoup de personnes, parce que
Bien sûr, c'est la première fois qu'ils pouvaient faire ça, mais après, au fil du temps, quand les gens prennent leurs produits, il n'y a pas toujours un besoin parce que si ils ont déjà, par exemple, une cup, un disque, c'est que, OK. C'est ça, les produits menstruels internes, on en a juste besoin d'un, réutilisable, là, mais les culottes menstruelles, dans le fond, je trouve ça bien parce que là, vous ne limitez pas à seulement une par étudiante, en fait, une par pick-up, mais comme il y a plusieurs pick-up dans l'année, une étudiante peut vraiment s'en procurer assez pour tout son cycle. Oui, c'est ça. Et je dis toujours, il y a des gens qui disent « Ah non, je ne sais pas, parce que moi, est-ce que je veux une culotte, est-ce que je veux une cup, un disque? » Et je dis toujours « OK, tu peux prendre n'importe lequel. Et par exemple, si tu rentres chez toi et tu dis « Ah non, j'ai fait la mauvaise décision », tu peux rentrer la prochaine mois juste pour prendre un autre produit. Oui, exact. Ouais. Puis est-ce que vous voyez comme une tendance vers les culottes ou certains modèles? Est-ce que de plus en plus ça se précise ou c'est vraiment... À chaque fois que j'interagis avec quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut prendre, c'est toujours down to what you actually would use en termes de produits jetables. Si en termes de produits jetables, les personnes ont plus tendance à choisir les serviettes hygiéniques, les culottes font beaucoup plus sens parce que c'est vrai que la coupe menstruelle et le disque menstruel, pareil, il faut avoir l'habitude déjà d'être à l'aise peut-être avec un tampon ou quelque chose. Donc les personnes qui n'ont pas cette habitude-là sont beaucoup moins attirées par l'idée de quelque chose qu'il faut aller activement mettre à l'intérieur, alors que... Du coup, les culottes menstruelles, c'est aussi beaucoup moins invasif. Donc, si les personnes ne sont pas forcément à l'aise avec ça, les culottes menstruelles, c'est hyper simple. Et si des personnes aiment beaucoup les tampons, ils n'aiment pas forcément les serviettes, ils iront vers la coupe ou le disque. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Vraiment, c'est la même chose que les gens disent. OK, donc je dis toujours, si les personnes vraiment ne peuvent pas faire une décision, je dis OK, donc... Par exemple, est-ce que tu utilises une serviette ou une tampon? Et puis, après ça, je peux peut-être guider une décision. Donc, OK. Oui. Puis là, quand vous avez implanté, dans le fond, l'idée, pas vous personnellement, mais le comité, est-ce que vous êtes au courant des défis ou comment ça s'est fait exactement? C'est quoi le processus? Tu sais, quelqu'un qui voudrait implanter ce système-là dans son établissement scolaire ou son organisation, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Comment ça se passe pour implanter ça concrètement? Donc, par exemple, un des gros défis, c'est d'installer les distributeurs dans les toilettes ou, par exemple, les paniers. Et c'est la raison pour laquelle notre chef Phoebe, elle dit toujours en conseil pour les autres gens, s'ils veulent peut-être faire quelque chose similaire à leur université ou institution, de commencer avec les paniers. Donc, je pense que peut-être on a commencé avec les paniers. Je sais un pas. Panier comme laissé sur le comptoir. Oui, c'est ça. Il y avait il y avait déjà certaines toilettes à McGill qui avaient des distributeurs où tu pouvais mettre 25 centimes. Exact. Fait qu'on a juste repris ces distributeurs-là et enlevé l'aspect 25 centimes. Maintenant, tu presses un bouton et ça sort. Donc, vous avez transformé les distributeurs qu'il y avait déjà dans les salles de bain? Pas transformé, je crois qu'on les a échangés. Ah, OK, vous les avez changés. OK. Il y avait déjà la structure in place. OK. Par exemple, les nails pour les murs. Oui. Non, je me demandais, là, si côté technique, peut-être un peu trop dans le côté technique. Mais quand même, quelqu'un qui veut l'implanter a besoin de savoir toutes ces technicalités-là. Puis un panier en plastique, là, j'imagine, au cas où il y a de l'eau sur le comptoir. Oui, c'est ça. Et c'est plus abordable aussi, j'imagine, que et pour qu'on puisse nettoyer les paniers aussi, le plastique, ça va, c'est juste... Puis aussi, je pense que ce qui est très important et ce qui nous a permis de stay afloat, c'est avoir une méthode de budgétage qui est constante. C'est-à-dire que nous, on sait très bien que nos dépenses, vu qu'on est student funded, qu'on a ce 2,40 $ par élève par an, ça nous permet de savoir exactement le montant d'argent qu'on a à dépenser. Vous avez à peu près 90 000 $ par année, là. C'est 40 000. Parce que c'est seulement les étudiants de premier cycle qui payent ce frais. Ah, OK. C'est que ceux en undergrad. Oui. OK. Et donc, en soi, que ce soit undergrad sur le downtown campus de McGill. Oui, centre. Et est-ce que c'est seulement disponible pour ces étudiants-là ou n'importe qui à McGill? C'est en fait... c'est dans les toilettes. Donc, les personnes qui vont à la toilette. Mais on pense à l'équité menstruelle qui c'est ça. finance un peu pour ça. Là. C'est que, du coup, c'est cette méthode-là qui nous permet de dire que oui, on peut se permettre d'acheter 50 coupes menstruelles en plus si on a une demande. C'est que c'est hyper important d'avoir cette méthode de funding-là parce que aussi, après, quand tu continues ton projet, que tu veux l'étendre, il faut savoir combien tu vas dépenser, combien ça va te coûter, etc.
Et nous, une vraie barrière au début, quand on a installé notre projet, c'était cet aspect technique avec the janitors et genre, qui savent pas ce que c'est, qui prennent les paniers, qui sont en mode, OK, il y a un panier, je le prends, qui a laissé ça là, c'est ridicule. Et en fait, faut... de communiquer l'information. C'est parce que c'est assez nouvelle aussi, même. Aujourd'hui, quand je fais mes restocks, c'est toujours le problème avec le papier brun dans nos paniers et je dois dire... ils pensent que c'est un beau panier pour quand il est vide. C'est ça. Et en termes de défis, je dirais aussi parce que nous sommes une équipe assez petite. On est seulement maintenant 4 coordonnatrices et aussi notre chef. Et nous 4, les coordonnatrices, font tous les restocks pour les 130 toilettes. Donc, tu peux imaginer... C'est votre équipe? C'est juste nous. Vous êtes combien dans l'équipe? 4. Et vous êtes 4 personnes pour toutes remplir les produits dans les 130 salles de bain. Et la raison pour laquelle... C'est énorme. Si petite, c'est parce que nous sommes financés, nous sommes les employés de le SMU. Donc, toujours les personnes disent « comment est-ce que je peux vous aider, faire des bénévolat ?» Mais c'est vraiment la raison pourquoi nous sommes trop petits. Mais ça va, c'est juste que parfois les personnes disent « OK, donc ce panier est vide, ce distributeur a besoin plus de serviettes. » c'est les étudiants qui vous disent? Oui, on a une... on a un schedule, donc par exemple... Holly et moi, on n'aura pas les mêmes jours de remplissage, mais moi, par exemple, je sais que tous les jeudis après-midi, je vais faire toutes mes toilettes et que je vais les refill, et ensuite, le jeudi prochain, j'y retournerai. Et il y a certaines toilettes, une fois par semaine, ça suffit. Et il y a certaines toilettes, une fois par semaine, ça suffit. Ils sont plus achalandés, Exactement. Et aussi, c'est un bon point parce que nous sommes responsables pour les différentes toilettes. Donc, moi, j'ai toujours les mêmes buildings que je fréquente et assez propre. Donc, ça, c'est une bonne... Fait que finalement, ça se fait bien, là. Oui, à peu près 25-30 toilettes à faire chaque semaine. C'est plusieurs fois par semaine. Et puis, les librairies, on est plusieurs personnes à les faire. Comme ça, c'est refilled more than once a week. Oui. Puis là, vous m'avez dit qu'un des points, c'était de communiquer l'information que les paniers, c'était dédié aux produits menstruels. Oui. Et là, je pense, vous avez des collants. Oui, on a les collants. On a des stickers. Ils sont sur les paniers? Oui, ils sont sur les paniers. Et quand même, ils pensent, OK. Fait que... Après, c'est aussi... Nous, maintenant, ça fait assez longtemps qu'on y est pour que les gens sachent exactement qui on est. On a vraiment on a ce privilège-là, toutes les deux, d'être arrivés dans un projet qui est déjà quand même assez bien développé. Oui. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément ces problèmes-là. C'est-à-dire que quand moi, par exemple, je vais à la librairie McLennan et que j'ai mon gros sac et que je vais chercher les boîtes derrière les librairies, elles savent qui je suis, elles savent ce que je fais, etc. Parce que votre stock est placé là. Notre stock dans les librairies, oui. Donc, c'est ça, c'est que nous, on a beaucoup ce privilège-là. C'est vrai que quand on commencerait un nouveau projet, c'est hyper important d'avoir cette communication avec l'administration pour s'assurer qu'ils savent exactement ce qui se passe. Et qu'une personne qui passe avec un grand sac rempli de tampons et de serviettes hygiéniques, c'est pas forcément quelque chose complètement normal. Donc, avec nos sacs, nos grands sacs noirs, c'est toujours... Et même les security guards, les personnes de sécurité, parfois, ils me voient comme, qu'est-ce que cette fille a fait avec... Puis on fait tous les étages du building, genre... Tu vois encore ce jugement-là, aujourd'hui, là. Mais c'est toujours une blague pour nous. On dit toujours, il faut avoir les sweatshirts ou les t-shirts pour dire, nous sommes le projet de santé menstruelle pour les personnes. Holly, you refill, genre elle refills aussi des toilettes masculines. Oui, moi, je fais les restocks pour, je pense que c'est 2 toilettes masculines, pour, par exemple, les personnes transgenres, etc. Mais ça, je trouve très difficile parce que je dois frapper sur la porte et dire, désolé, puis-je entrer? Et puis, les gars... Tu pourrais être fluide le temps d'aller remplir... Oui, et parfois, c'est les gens me disent pourquoi est-ce que tu vas dans une toilette masculine? Mais c'est important de commencer la conversation, en fait. Oui, il y avait Monthly Dignity aussi là, qui insiste beaucoup là-dessus. Là. Oui, c'est important, justement. Puis, tu sais, c'est correct là, si on a moins besoin de le remplir. S'il y en a moins d'utiliser, on va juste y aller moins souvent, puis c'est tout. C'est ça. Pareil ici, à McGill, il y a de plus en plus de toilettes sans genre dans les librairies. Et puis, genre, moi, je sais que l'un de mes buildings a un toilette sans genre avec genre 26 stalls et qu'il faut que je le refill approximativement 2 fois par semaine parce qu'il y a tellement de personnes qui passent et qui ont besoin de produits. Donc, dans les toilettes non genrées, c'est beaucoup plus simple de rentrer, de dire oui, je vais revenir refill que dans des toilettes dédiées aux hommes, je pense. Mais ouais. OK. Puis, y a-tu eu d'autres défis à laquelle vous pensez ou des conseils là, que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui pourrait rencontrer? Votre institution a probablement déjà quelque chose en place.
Par exemple, à McGill, nous, on avait des distributeurs où il fallait mettre 25 centimes, etc. Donc, regardez quels sont les projets en cours à l'institution pour faciliter l'accès aux produits menstruels. Parce que si c'est non existant, c'est facile d'arriver de dire j'ai une solution à un problème que vous n'avez pas encore repéré. Et s'il y a déjà quelque chose en place, c'est facile de dire j'ai un plan qui est mieux. Oui. Mon idée... Tout en faisant attention, parce qu'il y a des fois, les gens qui ont implanté, ils veulent pas se faire dire, oh, c'est pas non, correct. mais dans le sens où c'est plus inclusif, c'est plus équitable, c'est mieux pour les personnes qui souffrent de pauvreté menstruelle. Et c'est beaucoup plus facile d'arriver avec ça quand on est déjà au courant de ce qui se passe. Donc, de faire des recherches sur ça, ça peut être hyper important. Oui, et en fait, on reçoit toujours les emails par les personnes des autres universités à travers le Canada. Par exemple, je pense Ottawa aussi, je sais pas, peut-être en Ontario, les autres universités, à BC, toujours, ils nous envoient les emails pour dire, OK, donc c'est quoi votre plan? Comment est-ce que vous faites ça? Et je pense que c'est toujours notre commissaire qui lui répond, mais c'est vraiment, oui, il faut avoir un plan. L'entraide, là, oui. Bravo pour ça. Oui, et ça prend beaucoup de temps, mais si je pense qu'il y a une façon d'avoir, comme il a dit, le financement, par exemple, nous fonctionne comme un service pour les étudiants, donc de dire que nous sommes un service, pas un club, pas une association, là, c'est vraiment OK. La raison pourquoi les personnes doivent payer pour ça. Puis là, c'est ça. Là, vous, c'est uniquement le budget de l'association. Est-ce que l'université contribue un peu aussi ou c'est vraiment là, juste vous qui vous occupez? Quand on est arrivé en 2017, on a été voté en tant que service étudiant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un référendum où ils ont proposé notre budget et que les élèves étudiants McGill ont voté oui pour passer le budget. Donc, The Menstrual Health Project Fee. Oui. En janvier, on va être renouvelé. Donc, ça veut dire qu'on va demander un renouvellement de notre budget. Comme tous les 5 ans, c'est obligatoire sur la constitution de la SMU. Donc là, on va revoter pour être accepté en tant que service fee pour les étudiants de McGill. Et en tant que tel, McGill ne nous offre pas de budget parce qu'on est student funded. C'est ça. Et c'est vraiment à les étudiants, comme Inaz a dit, il y a un référendum, ils peuvent voter. Donc, c'est à eux de dire, OK, oui, on veut que vous restez ici sur le campus. Et on attend que les personnes vont voter oui. Et aussi, comme j'ai dit, c'est pas cher. C'est $2.40 par semestre pour avoir un produit gratuit réutilisable chaque mois et aussi les produits juste indéfinis pour... Puis là, tu viens de dire ça, puis là, ça me la puce à l'oreille. C'est $2.40 par étudiant. Oui. Les personnes menstruées, les étudiants menstrués et les étudiants non menstrués. Oui. Est-ce que vous avez des plaintes des personnes qui sont non menstruées ou... Bonne question. Alors, on fait partie des services qui ne sont pas des opt-out fees. Donc, dans les services de SMU, il y a plein de fees que you can opt out of. Ouais. Nous, on n'en fait pas partie. Ça veut dire que tout le monde paye les $2.40. Tant mieux. Oui, c'est ça. Oui, mais on n'a pas eu beaucoup de plaintes. Je pense que la plupart des personnes... Mais tant mieux, je suis contente. Ouais. Après, la plupart des personnes qui savent que je travaille pour le projet, on a beaucoup de chance à McGill. On a quand même des élèves qui sont très étudiés sur ce qu'est la pauvreté menstruelle, ce qui est juste de manière générale les problèmes que les personnes qui ont des menstruations font, auxquels ces problèmes uniques auxquels les personnes qui ont des menstruations font face. Et la plupart de mes amis, des personnes que je connais qui ne sont pas menstruées, n'ont jamais omis de problème avec le fait de payer ces $2.40. La seule chose, c'est seulement, ça arrive très, très rarement. Parfois, quand on fait des pick-ups, par exemple, à OAP, c'est un grand événement, parfois, il y a des gars, des hommes qui disent juste comme, OK, est-ce que vous avez des choses pour les hommes, etc. Oui, c'est ça. Ça me semble que j'avais entendu quelque chose comme ça. Vraiment, c'est l'exception qui confirme la règle. Et c'est vraiment, les personnes, on a beaucoup de soutien à travers ce campus, même pour les gens qui n'ont pas les menstruations. Donc, c'est très bon. Ouais. Puis comment, comme vous voyez l'avenir de l'équité menstruelle, qui vous pensez qui devrait payer pour ces produits-là? Avez-vous une opinion là-dessus? C'est une très bonne question. C'est une question très difficile à répondre. Oui, c'est complexe. Évidemment, je pense qu'on est dans un pas dans la bonne direction, donc en termes du fait que maintenant les gens peuvent avoir des produits assez gratuits en termes de, oui, ils doivent payer ce petit frais, ce petit fee, mais je pense que je pense qu'il y a 10 ans, le gouvernement a enlevé le pink tax sur les tampons et les serviettes. Donc, ça, c'est encore un pas dans la bonne direction, je pense. À l'avenir,
ça serait idéal je crois, pour les produits d'être gratuits pour tout le monde. Parce que pourquoi est-ce que les gens qui ne peuvent pas contrôler quelque chose avec leur corps doivent payer pour un produit que, par exemple, la moitié de la population ne doit pas, pour laquelle la moitié de la population ne doit payer. Donc, c'est mon opinion, mais ça va prendre du temps, selon moi. Mais puis, je pense que le projet fait un vrai bon pas en avant, en tout cas à ouvrir la conversation sur qui paye. Oui. Parce que peu importe la réponse à la question et peu importe ce que les gens pensent, c'est important d'en parler, c'est important de se poser la question. Et c'est vrai que dans notre tête, nous, on est crowdfunded, donc c'est un peu unique comme situation parce qu'on a la chance d'être dans un environnement où effectivement, on peut centraliser cette demande. On peut exactement pinpoint où les gens vont être quand ils auront besoin des produits. Parce qu'ils seront dans le campus McGill, on peut aller dans les toilettes du campus McGill. C'est pas réaliste que les gens aient accès à ces produits-là chez eux gratuitement sans qu'il y ait vraiment une institutionnalisation du fait par le gouvernement canadien. Oui. Et ça, on n'a pas le contrôle dessus. Mais il y a beaucoup de provinces qui font des vrais bons pas en avant sur le sujet. Je sais qu'en Colombie-Britannique, il y a eu des très bons avancements où ils ont commencé à institutionnaliser que toutes les écoles publiques ou privées devaient avoir des produits menstruels available in the bathrooms. Ils ont made all forms of birth control free. Tous les établissements en fait au Canada, tous les établissements fédéraux sous c'est ça, géré le fédéral, le gouvernement fédéral, doivent offrir maintenant les produits menstruels gratuitement. Puis là, en ce moment, c'est vraiment votre comité qui finance, mais selon vous, est-ce que ça devrait être l'université qui finance ou c'est correct comme ça? C'est une bonne question. En fait, actuellement, on fonctionne assez bien avec les étudiants qui nous financent. Et comme j'ai dit, les étudiants sont assez contents à payer et contribuer à notre projet. C'est aussi important de souligner que, bien sûr, l'Université de McGill est une université très grande avec beaucoup de différents budgets. Donc, au moment, pour nous, on comprend à quel point c'est difficile d'avoir l'opportunité de financer les initiatives d'étudiants comme le nôtre. Mais... Puis aussi, l'autre fois, vous me disiez là, qu'il y avait déjà comme beaucoup de choses à financer. Fait que, comme, faut y aller aussi dans les priorités. Puis comme vous avez une façon de fonctionner qui fonctionne. Je pense aussi surtout que le campus, McGill doit prendre en compte qu'il y a beaucoup de finances, surtout dernièrement, avec la hausse des prix des étudiants qui doivent partiellement financer. Il y a des constructions sur le campus. Il y a beaucoup de choses que McGill finance et peut se permettre de financer parce que des projets comme les nôtres peuvent être opérés pour le bien des étudiants, partiellement fondés par les étudiants, et des projets beaucoup plus gros qui ne pourraient réalistiquement pas être financés par les étudiants, comme des rénovations. C'est la priorité pour l'institution et c'est une réalité acceptée. C'est un excellent point dans le sens que si on met ça dans les mains de l'université, peut-être qu'on alourdit l'administration de ça, puis au bout de la ligne, c'est les étudiants qui vont payer dans les frais d'études. Donc, c'est un bon point. On est vraiment student run, donc ça veut dire qu'on est libre de vraiment faire ce qu'on veut en termes de notre plan, en termes de comment on opère chaque jour. Donc, peut-être que si c'était financé par l'université, nous ne pourrions pas opérer de même façon. C'est ça, vous avez plus de résultats, dans le fond. Puis des choses aussi petites que nous, par exemple, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas venir à l'un de nos pick-up, ils peuvent nous envoyer un DM et dire « Excusez-moi, je n'ai pas pu être là. Est-ce que je peux récupérer une coupe menstruelle ?» On leur dira « Oui, bien sûr, jeudi, vendredi, 3h. » Et ça, c'est quelque chose que si c'était McGill qui le faisait, ce serait beaucoup plus difficile. Oui, c'est plus bureaucratique, je trouve, avec l'université, juste parce qu'il y a plus de hoops to jump through. C'est vraiment, avec nous, c'est plus chill, c'est plus, comme il a dit, on peut envoyer une DM juste pour dire, est-ce que je peux faire une pick-up? Donc, ça fonctionne. C'est super inspirante. C'est vraiment un beau projet. J'aimerais ça que peut-être d'autres personnes qui se sentent inspirées par ce que vous faites, là, vraiment. Puis, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire de plus collectivement là, pour mieux vivre les menstruations? Je sais que récemment au Portugal, en tout cas j'ai lu un article dessus dans le cadre d'un de mes cours, ils ont institutionnalisé ou en tout cas passé une loi que les personnes qui ont des menstruations ont le droit de prendre ce qu'ils appellent menstrual leave. C'est un peu comme c'est un congé menstruel et c'est un certain nombre de jours par mois ou par an qui peuvent se permettre de prendre et de demander à leur patron en disant excusez-moi je peux pas venir au travail aujourd'hui, j'ai des menstruations extrêmement douloureuses aujourd'hui ou j'ai des obligations, etc. Et bizarrement ils se sont rendus compte que personne ne les prenait.
pourtant, toutes les personnes, tous les managers disaient que oui, leurs employés étaient au courant, mais qu'il y avait 1 ou 2 jours de toutes leurs employés avaient utilisé collectivement 1 ou 2 jours. Et c'était qu'en fait, personne ne se sentait à l'aise de demander ces congés-là. OK. Et c'est quelque chose de tellement récent de se rendre compte à quel point les personnes qui menstruent peuvent souffrir de ça, que de normaliser le fait de prendre un congé pour ça, c'est hyper difficile. Et c'est d'ouvrir la conversation. C'est des projets comme les nôtres, des compagnies comme les vôtres, qui permettent d'ouvrir la conversation sur ce sujet, qui pourrait permettre qu'un jour, quelqu'un puisse se dire, aujourd'hui, je peux pas aller travailler, j'ai des crampes horribles, je me suis levée, I was PMSing, je pouvais pas aller travailler, et de se permettre de dire, écoutez, je suis désolée, mais aujourd'hui, je vais pas travailler, et de prendre ce congé menstruel qui leur est offert. Oui, puis tu sais, l'autre fois, on recevait Sabrina Cousineau de Bravo Musique qui offre le congé menstruel à ses employés, là, qui est une entreprise au Québec. Puis c'est ça, là, elle m'expliquait que déjà de montrer l'exemple en tant que manager, parce qu'elle aussi, elle s'est rendue compte qu'il y a personne qui était à l'aise au début. Ben, peu de gens étaient à l'aise. Fait que le fait de faire un statement, de dire, de donner l'exemple, en fait, puis aussi quand l'entreprise le met en place, ben déjà, ça ouvre la discussion ou ça normalise, tu sais, ça dit, OK, ben ici, on trouve que c'est normal, puis tu sais, vous êtes libre de le prendre ou pas, là. Oui. Et j'allais dire aussi, juste même les discussions comme aujourd'hui avec nous, c'est vraiment pour assurer que les gens sont à l'aise à dire « Ah oui, je ne peux pas aller au travail aujourd'hui, désolé, j'ai des crampes horribles ». Par exemple, c'est hyper important d'avoir cette conversation et je pense que c'est vraiment la première étape peut-être de mieux vivre les menstruations et même avec nous, juste être sur le campus avec notre grande table avec tous nos produits menstruels et les personnes qui se passent et disent « Ah, c'est quoi ça ?» C'est juste pour vraiment éliminer la stigmatisation à propos de... Il y a des petits trucs hyper simples, genre, il y a toujours, à chaque fois qu'on fait des pick-up, genre 1 ou 3 personnes qui ne sont pas menstruées, qui viennent chercher une boîte de tampons pour mettre dans leur toilette chez eux, au cas où l'une de leurs amies qui menstrue. Bon, ça, et je suis en mode, mais c'est incroyable, faites ça, genre, tout le monde devrait avoir chez eux une boîte de tampons. Surtout si vous avez l'option d'avoir accès à ça gratuitement, de venir récupérer une boîte de tampons et you live with like, genre 8 ou 9 personnes, il n'y en a pas une seule parmi vous qui menstrue, mais vous avez quand même ça dans vos toilettes. Et un jour, vous faites une soirée et je suis sûre que les personnes qui sont chez vous vont adorer ça. Genre, c'est... Oui. C'est ça, c'est des petits gestes qu'on peut faire individuellement pour que collectivement, on puisse mieux vivre les menstruations. Oui, c'est ça. Merci pour ce que vous faites. Puis à la fin de chaque épisode, je demande comment vous avez vécu vos premières menstruations. Est-ce que vous en souvenez? Oui. Oui, vous commencez par... oui, Marie, donc, tu vas nous raconter. Donc, je pense que j'avais 11 ans. Donc, pour moi, c'était assez tôt en comparaison avec mes amis. Je pense que j'étais une des premières entre mes amis. Donc, c'était un peu comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Mais je pense que je me rappelle que je venais de jouer au tennis. Donc, je pense que je portais quelque chose blanche, comme une jupe blanche, comme ça. Et là, je suis rentrée chez moi et puis je suis allée à la toilette et je me suis rendu compte que j'ai eu ma première menstruation. C'est pas trop intéressant. Je pense que la chose drôle, c'était que ma mère a seulement une serviette de nuit, par exemple, les serviettes qui sont épaisses. Oui. Donc, pour moi, c'était presque comme je portais comme une diaper. C'était comme, oh mon Dieu, pourquoi les serviettes? Et je pensais que toutes les serviettes étaient comme ça. Donc, pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, pour les prochaines année 2 de ma vie, je dois porter ça. Oh mon Dieu, pourquoi? Mais ça va parce que Mais est-ce que tu savais ce qui se passait? Tu étais au courant que les menstruations allaient arriver? Probablement parce que peut-être ma mère m'a forcé de lire un livre ou quelque chose comme ça à propos des menstruations, mais je savais que c'était quoi. Ta mère t'en avait parlé. Là. Donc, c'était pas beaucoup de peur, c'était plus OK, pourquoi est-ce que ça se passe comme... J'étais un peu frustrée, mais c'était pas trop. Puis là, dans le fond, là, tu me disais, j'étais habillée en blanc, mais est-ce que finalement, comme ça apparaissait, puis là, t'étais gênée de ça? Parce que peut-être c'était proche ou c'était juste que... Ou peut-être ça n'apparaissait pas, mais je pensais, si c'était plus tôt, ça pourrait arriver. Mais en fait, j'oublie. Mais oui, c'est l'histoire. C'est pas trop intéressant. Mais... Ben oui, c'est super intéressant parce que chaque histoire est légitime. Puis tu sais, c'est ça. Et là, tu me dis, OK, c'était super épais. Puis là, après ça, est-ce que tu t'es tournée vers les tampons ou
t'as magasiné les serviettes. En fait, minces. non, les serviettes. Je suis une pad girly. J'aime les serviettes. Je dis toujours à nos pick-up, OK, vous pouvez parler avec moi si vous aimez plus les serviettes. Mais en fait, c'était juste, j'ai appris qu'il y avait les autres tailles. Ouais. Et puis là, maintenant, comme tu es une fille de serviettes, est-ce que tu es passée aux culottes menstruelles? Oui, c'est pour moi les boxers qu'on a. Oui. J'adore, je les adore. Je pense qu'ils sont très confortables, même pour dormir. Donc oui, pour moi, c'est vraiment le petit pipeline de serviettes aux culottes parce que c'est un peu plus facile, je trouve. Ouais. Puis le lavage, ça se passe bien. Là. Oui, c'est ça. Mets ça dans ta brassée de lavage régulière. Oui. Cool. Puis toi, Inès, est-ce que tu t'en rappelles? Moi, c'était une expérience étrangement commune parce que j'étais donc j'ai une mère et une grande sœur qui sont très genre libérées, donc je savais c'était quoi les règles, je savais. De tes amis. Quoi? T'étais chez une mère et une grande sœur? Non, j'ai ma mère et ma grande sœur qui étaient deux très libérées. Quand on est dans la salle de bain, tu ouvrais un tiroir, il y avait des tampons. Moi, je savais exactement ce que c'était. Je savais dans ta famille, c'était ouvert, là. Moi, j'étais en 8e année et j'étais dans les change rooms de ma classe de PS et je me souviens que T'avais quel âge à peu près? En 8e, je devais avoir 12, 13, 14 ans. Moi, je les ai eu tard. Et en plus, c'est pas très tard. Je devais avoir 13 ans. Et je me souviens de sortir des toilettes et de regarder les, genre, peut-être 25 filles qui étaient dans les change rooms, be like, guys, genre, je sais pas quoi faire. J'avais exactement quoi faire, mais j'avais pas de quoi faire. Et je me souviens qu'il y a 8 personnes qui ont sorti des tampons, des serviettes, quand ils tiens, prends ça, etc. Et au final, j'ai demandé une serviette à une amie qui m'a prêté une serviette. Et ensuite, je me souviens, c'était hyper cute parce qu'il y avait toutes les filles qui m'ont raconté leur première fois. Ils m'ont dit, ouais, c'était passé comme ça pour moi. Et ensuite, je suis partie faire mon cours de PS. Ce soir-là, j'avais de la natation à faire. Donc, j'ai mis un tampon et depuis voilà, c'est fini. T'es team tampon, ouais. J'ai repris les serviettes après. J'ai arrêté la natation. Je dormais jamais avec un tampon. Ça m'avait terrifié, le truc de shock syndrome. Ouais, moi aussi. Mais c'est vrai que vu que je faisais de la natation, pareil, toutes les personnes à qui j'en ai parlé, je me souviens, j'en ai parlé à mon coach à l'époque, qui était un garçon. Je lui avais expliqué ma situation, il avait j'en ai rien à faire. Il ne sait pas qu'il en avait rien à faire, mais il m'a dit, écoute, très bien pour toi, genre, congratulations. OK. Peut-être que ça changera un jour. Ouais, c'est ça. Genre, c'est. Heureusement que tu avais tous tes amis qui étaient là, puis bien ouvertes, puis être là pour aider. Non, mais je me souviens même mes coéquipières de natation qui m'avaient dit, non, mais il faut que tu mettes un tampon, tu peux pas mettre ça. Ma mère qui m'avait donné un tampon sans applicateur, parce qu'en européenne, donc en Europe sans applicateur. Et ouais, enfin, j'ai pas eu l'expérience où c'était gênant, où je savais pas ce que c'était. J'en suis très reconnaissante, mais oui. J'étais quand même très bien entourée. Oh, mieux. Ben, merci du partage, c'est super intéressant. Puis merci encore une fois pour ce que vous faites, puis bravo. Puis j'espère que ça inspirera d'autres personnes à faire comme vous. Merci. Merci. Merci de nous avoir reçus. Oui, merci.